Quoi, je suis Chris Léo. Quoi, alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire d'un certain point de vue. D'autant que, comme le dit si bien Obi-Wan Kenobi dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, la vérité est une question de point de vue. En fait, il se trouve que je signe Chris Léo depuis un certain nombre d'années. Et à un moment, je me suis dit que je peux considérer que c'est vraiment une seconde naissance quand je suis devenu Chris Léo et que là, j'ai vraiment trouvé ma voie. Et je me suis dit, je pourrais célébrer mon anniversaire à la date de naissance de Chris Léo. Et historiquement, ce qui s'est passé, c'est que, à la base, oui, à la base, voilà, donc j'ai un nom civil, mon prénom c'est Christophe, je ne vais pas donner mon nom, mais il y a des privilégiés qui le connaissent, hein, c'est cool, hein, tant mieux, c'est des vénards, hein, c'est des VIP. Et voilà, en tout cas, et à la base, il s'est passé qu'un jour, j'ai fait un rêve dans lequel je m'appelais Léo, j'avais une autre vie, tout ça, bon, je vais laisser ça de côté, mais toujours est-il qu'à un moment, à l'époque, je faisais de la numérologie. Bon, cependant, c'est une autre époque et je vais ouvrir une parenthèse pour partager ma position actuelle au sujet de la numérologie. Voilà, donc j'ouvre la parenthèse à présent. Voilà, j'ouvre la parenthèse. Voilà, donc, il me semble important d'ouvrir cette parenthèse pour préciser ma position actuelle en ce qui concerne cette pratique que l'on appelle numérologie. Alors déjà, en tâchant de faire concis, ouais, parce qu'il n'est pas très utile que je développe plus que vraiment nécessaire pour le sujet que je traite aujourd'hui. Mais je développerai davantage ultérieurement. Il me semble que ça sera nécessaire de revenir dessus et de développer davantage ultérieurement. Voilà, donc, oui, déjà... Voilà, déjà, oui, vraiment très tôt dans mon adolescence, je me suis intéressé à ce qu'on appelle donc la numérologie. Et en fait, en réalité, ouais, à différents sujets plutôt, voilà, plus ou moins connectés, voilà. Oui, avec notamment oui, un événement déclencheur qui m'a amené à, à me poser beaucoup de questions et avoir une certaine soif de connaissances et une volonté de partir dans une quête de la vérité. Bon, ça, c'est quelque chose qui fait peur à certains esprits. Voilà, mais chercher la vérité, ça ne veut pas dire être un illuminé nécessairement, hein. Le philosophe cherche la vérité. Le philosophe cherche la vérité, évidemment, même si on admettra que ça sera une quête sans fin et où on progressera et on grappillera on grappillera toujours un peu, voilà, pour apprendre toujours davantage sur voilà,
voilà, on se rapprochera toujours de la vérité sans jamais l'atteindre dans sa totalité. Si vraiment on se donne les moyens de partir dans cette quête, oui, on se rapproche, on découvre des choses, on peut potentiellement arriver à des connaissances et du coup se, être toujours plus proche de la vérité, mais tout en étant toujours extrêmement loin, dans la mesure où dans sa totalité, on peut s'attendre à ce qu'elle soit jamais accessible dans sa totalité. Mais en tout cas, toujours est-il que oui, 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 voilà, c'est vrai que je développe déjà un peu trop. Mais voilà, mais sans vouloir justement trop développer malgré tout, il y a eu un événement déclencheur qui m'a amené à avoir cette quête de vérité, à ressentir la nécessité de partir dans cette quête de la vérité. Et, et oui, et après, oui, et même et cet événement déclencheur est aussi la cause qui a fait que je suis plutôt parti vers ce qu'on appelle les parasciences. Voilà, voilà, je crois que c'est le mieux pour pas trop développer de dire les parasciences. Voilà, du coup, et progressivement d'arriver à ce qu'on appelle la numérologie. Et au bout du compte, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai fini par ne plus, par me détacher de tout ça, mais en découvrant la philosophie quand j'étais en terminale avec mon professeur, Monsieur Sakoccio. Et je sais plus si si je l'ai déjà dit avant d'ouvrir la parenthèse, mais allez bon, on peut très, vaut mieux deux co-AE que pas de co-AE du tout. Alors donc je refais au cas où un petit co-AE à Monsieur Sakoccio qui a changé ma vie. Ah oui, évidemment, je suis parti dans une autre direction a priori, hein, en découvrant la philosophie. Voilà, je suis parti dans une autre direction, mais en réalité c'est même euh, mais l'intérêt que j'ai porté à la philosophie est la conséquence du premier événement déclencheur qui m'a amené vers à vouloir partir sur cette quête de la vérité. Et quand bien même cet événement déclencheur m'a d'abord amené vers ce qu'on appelle les parasciences, mais après, au bout du compte, en découvrant la philosophie, ben, je suis resté sur cette même soif de connaissance, cette même envie de rester sur cette quête de la vérité, sauf que voilà, si à la base j'étais parti sur des erreurs méthodologiques, en tout cas à mon avis, hein, voilà, à mon avis, non mais je suis persuadé que j'étais sur des erreurs méthodologiques, et le fait c'est que la quête demeure la même, hein. Voilà donc, voilà donc, voilà, et du coup je suis parti, je suis avec en découvrant la philosophie, en développant progressivement une meilleure méthode hein, de raisonnement en réalité, ben, je suis devenu un philosophe et, et en réalité je suis resté dans les grandes lignes sur la même quête. Hein. C'est voilà, c'est juste que d'un point de vue méthodologique, j'étais forcément sur la meilleure voie. Alors cependant, voilà, je ne veux quand même pas être fermé sur la possibilité de choses que l'on ne sur la possibilité de choses que l'on ne comprendrait pas dans le monde et que l'on met dans que l'on qualifie d'occulte, paranormal et voilà tout un peu tout ce qui gravite autour. D'autant qu'en fait, oui, il y a des ouais, d'autant qu'en fait, dans la démarche philosophique, il faut avoir aucun préjugé. Si je ne dois pas avoir le préjugé que cette pratique qu'on appelle la numérologie et des fondements qui permettraient réellement à ce qu'elle fonctionne et qu'elle nous fasse des révélations, je ne dois pas avoir ce préjugé, mais je ne dois pas avoir le préjugé contraire non plus. Mais voilà, mais c'est pas mon moteur aujourd'hui de tâcher de vérifier ça, je suis pas dans cette optique. Mais voilà, mais par contre, en bon philosophe, je me dois de ne pas avoir de préjugés. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai il y a des gens qui me disent, ouais, mais que le philosophe, il doit d'abord
chercher l'explication rationnelle avant de chercher l'explication irrationnelle. Bon là c'est vraiment des gens qui comprennent pas grand-chose, hein, qui te disent ça. Je suis désolé si certains vont estimer que je les insulte. Le philosophe, quand on dit que le philosophe doit d'abord chercher l'explication rationnelle avant de chercher l'explication irrationnelle, le philosophe ne doit pas chercher d'explication irrationnelle. Toute explication est nécessairement dans la raison. J'en veux pour preuve, c'est que l'histoire de l'univers, l'histoire cosmique, s'articule suivant la causalité. C'est un phénomène de cause qui provoque des effets qui sont elles-mêmes causes d'effets ultérieurs. Et ces effets s'enchaînent logiquement suivant une logique fondamentale qui transcende tout l'univers, qui transcende tout le cosmos. Cette logique fondamentale qui fait que c'est ce qu'on appelle la raison en philosophie, hein. Alors souvent les gens ils commencent à te dire ouais mais il y a ma raison, il y a ta raison. Non non mais là ce que les gens comprennent pas c'est ce qu'ils appellent ma raison ou qu'ils vont parler ils vont parler de leur raison et de la mienne et qu'on n'a pas tous la même raison. Là ils parlent de notre capacité de raisonner. Voilà, c'est pas la même chose. Notre capacité de raisonner et la raison c'est deux choses différentes. Voilà, non, la raison c'est la logique fondamentale qui est dans les fondements de tout. Voilà, toute l'histoire de l'univers, toute l'histoire cosmique s'articule logiquement avec une suite de causes et d'effets. Et il n'y a pas une cause qui va entraîner un effet qui ne tient pas du tout debout. Alors, du coup, voilà, et c'est justement parce que tout s'articule suivant cette suite de causes et d'effets qui repose sur la logique fondamentale, la logique cosmique, la logique absolue, j'aime bien dire aussi, la raison, c'est justement parce que tout repose sur la raison qu'en raisonnant, on peut évoluer vers la vérité. Voilà. Et du coup, jamais le philosophe ne doit chercher une explication irrationnelle, il ne doit chercher que l'explication rationnelle. Et si d'aventure, en n'ayant aucun préjugé, le philosophe pourrait admettre l'éventualité de certains phénomènes que l'on classe dans le paranormal, dans l'occulte, dans tous ces registres-là, en fait, s'il admet les éventualités, c'est qu'il admet qu'ils font partie de ce tout dans lequel on participe, de ce cosmos, et de ce tout qui découle de la raison en réalité. Ça veut dire que si ces phénomènes avaient vraiment une existence, ils découleraient de la raison et ils ne seraient pas irrationnels, quand bien même aujourd'hui notre entendement ne nous permettrait pas de les comprendre. Et si on admettrait par exemple que cette pratique de la numérologie pourrait, pour d'obscures raisons, fonctionner et faire vraiment des révélations, là c'est une éventualité, enfin c'est comment dire, c'est une conjoncture. Allez, je lance l'idée que peut-être éventuellement, voilà, si vraiment d'aventure quand tu fais ton thème numérologique, que tu prends ton nom et tu regardes les chiffres qui correspondent aux lettres et tu sors les nombres clés qui sont censés dire des choses sur toi, mais si on admet l'éventualité que pour d'obscures raisons qui à l'heure actuelle nous échappent, ces chiffres que tu sors de ton nom en faisant cette pratique qu'on appelle la numérologie, cette pratique que je pratiquais, cette pratique que je saurais toujours pratiquer même si je ne pratique plus, et peut-être que je devrais mettre ma plaque, hein, peut-être que je gagnerais plus d'argent en faisant ça, hein, puisque je sais toujours le pratiquer. Voilà, en tout cas, non mais je le ferai pas. Voilà, si on admet que pour d'obscures raisons ça fonctionne, le fait c'est que oui, forcément ça serait d'obscures raisons qui découleraient de la raison, quand bien même aujourd'hui ça nous échapperait. Voilà, il y aurait forcément un enchaînement causal qui justifierait qu'à un niveau, peut-être qu'on pourrait se dire, peut-être que les parents seraient par exemple conditionnés pour choisir, par l'enchaînement causal, pour choisir le prénom à leur enfant qui aurait un rapport au devenir qui est déjà plus ou moins programmé. Oui, bon, ça semble hallucinant, mais bon. Et voilà, mais si vraiment d'aventure, ça serait, si vraiment d'aventure ça fonctionnait, et c'est qu'il y aurait dans les fondements même qu'on ne connaîtrait pas quelque chose
qui découlerait de la raison, de la logique fondamentale, c'est obligé. Et quand bien même, à l'heure actuelle, ça nous échapperait totalement. Les raisons nous échapperaient totalement. Ah oui, alors sinon, voilà, sinon, cependant, voilà, du coup, il y a, voyez, si vraiment ça fonctionnait, c'est que voilà, c'est que la pratique découlerait de révélerait quelque chose de fondamental dans la structure même du cosmos, quand bien même on ne saurait pas comment. Mais et du coup, on pourrait estimer qu'il faut vérifier expérimentalement si ça fonctionne. Ben, pareil, c'est pas particulièrement mon centre d'intérêt. On a le droit d'être intéressé par ça, hein. Mais justement, c'est intéressant que si on s'y intéresse, qu'on percute quand même que si d'aventure, justement, si on s'y intéresse en voyant les choses telles que je les propose, c'est important qu'on ne perde pas de vue que si d'aventure on peut vérifier que ça fonctionne, ben, euh, et qu'on veut le soutenir, qu'on comprenne que si vraiment ça fonctionne, c'est que cela relève de la raison, puisque tout dans le cosmos relève nécessairement de la raison. Quand bien même notre entendement, notre capacité de raisonnement ne nous permettrait pas aujourd'hui de comprendre. Oui, parce que c'est aussi une chose qui m'énerve, c'est que les gens qui veulent à tout prix défendre l'occultisme, les parasciences, ont souvent tendance à dire ouais, il faut pas chercher la vérité que dans la raison, il faut aussi la chercher ailleurs que dans la raison. Non, non, la vérité ne doit être cherchée que dans la raison, hein, voilà. J'ai déjà expliqué pourquoi, je reviens pas dessus, voilà. À la rigueur, tu rembobines si t'as pas tout quoi, si tu te rappelles pas bien ou si tu as eu du mal à suivre. Mais je suis pas en train de t'insulter, hein, en même temps, voilà. À l'heure actuelle, j'ai quasiment 30 ans de philosophie au compteur. Et forcément, en philosophant tous les jours, au quotidien, forcément tu développes une gymnastique de l'esprit à égalité intellectuelle, un esprit qui se focalise sur cette gymnastique de l'esprit pourra finir par être plus à l'aise et avoir une meilleure méthodologie, une meilleure méthodologie au niveau du raisonnement que quelqu'un qui focalise son intérêt sur autre chose. Oui, parce que là, j'en suis à près de 30 ans de philosophie, hein. Ça fait près de 30 ans que je me suis écarté de cet intérêt pour l'occulte, le paranormal, voilà, et tout ce qu'on appelle les parasciences. Et voilà, mais c'est vrai que du coup, quand je vois des gens qui s'y intéressent et qui disent, et même à ce qu'ils me le disent parfois, parce que je parle avec, moi je parle avec tout le monde au passage, hein. Ça me gêne pas de parler avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. C'est vrai que c'est aussi une chose importante. Il y a beaucoup de gens qui veulent plus te parler s'ils voient que tu as des avis tranchés à l'opposé des tiens, alors que c'est pas comme ça qu'on fera évoluer le monde. Au contraire, s'il y a des problèmes dans le monde, on les réglera plus dans le débat qu'en qu'en faisant du cancel. Voilà. Du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai que. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que j'allais intégrer une vidéo déjà tournée, il me semble que j'avais dit ça, où j'explique moi, ma position actuelle sur la numérologie pour gagner du temps, hein. Je ne l'ai pas indice là-haut sur la montagne, et je me suis dit au retour, je rajouterai une séquence déjà tournée, entre parenthèses, et en fait le truc c'est que je sais plus où j'ai foutu cette séquence, et du coup, voilà, du coup là, pour essayer de vite faire, je suis un peu fatigué, j'enregistre en audio, hein, voilà, et avec une image fixe que je vais mettre pour intégrer le tout entre parenthèses. Ouais, je sais plus où j'en suis là. Et oui, je suis un peu fatigué. Ouais, il faut que je finisse tout ce travail dans les temps parce que je veux que ça soit posté le jour J, hein. Ça le sera, mais c'est pas évident. Tourner le jour J, monter le jour J, poster le jour J. Puis ça prend un temps fou à charger sur YouTube. À un moment, je disais que c'est parce que j'avais pas la fibre. J'ai la fibre, ça prend un temps fou, mais il semblerait que la fibre, selon l'immeuble où tu habites, tout ça construit sur des vieux trucs, il semblerait que c'est pas top non plus. Voilà, c'est terrible.
Voilà, donc voilà ma position déjà, je l'ai un peu éclairée et voilà, et j'ai un peu précisé cette position et voilà, et ça m'énerve en fait réellement que les personnes qui veulent à tout prix soutenir ces pratiques euh, ont comme argument, ouais, il faut pas toujours chercher la vérité dans la raison, voilà, il y a aussi l'irrationnel. Non, il n'y a pas l'irrationnel. Si tu cherches la vérité, tu vas pas dans l'irrationnel. Mais par contre, si tu as vraiment envie d'aller sur cette voie, moi je respecte, mais il faut quand même que tu aies conscience que si vraiment tu es sur la bonne voie, je dis pas que tu l'es, mais si vraiment tu l'es, et tu as le droit de soutenir que tu l'es, hein, enfin t'as tous les droits, hein, tant que t'agresses personne, que tu menaces personne, voilà, mais tant que tu fais du mal à personne, en réalité t'as tous les droits. Et oui, parce que voilà, notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, et tant que ta liberté ne nuit pas à celle de l'autre et à l'intégrité de que, que le bien-être de ta personne ne nuit pas à l'intégrité des autres personnes, voilà, donc oui, tu as tous les droits. Mais sinon, oui, d'un point de vue rationnel, enfin, oui, tu as le droit de soutenir, de vouloir aller dans cette voie et de préférer soutenir l'éventualité que, par exemple, ce qu'on appelle la numérologie fonctionne. Mais sauf que si vraiment tu veux quand même être un tant soit peu rationnel, ben, enfin logique dans ta démarche, voilà. Ben justement, tu dois être rationnel et admettre que si vraiment tu te trompes pas, ben, c'est que cette pratique qu'on appelle la numérologie fonctionne suivant la raison, quand bien même ton entendement, tes capacités de raisonnement, le niveau où tu en serais actuellement à ce niveau-là, ne te permet pas de savoir pourquoi. Et du coup, voilà, voilà, c'est cette tendance chez les gens qui veulent soutenir la réalité des vérités occultes, de dire ouais, il n'y a pas la vérité que dans la raison, il y a aussi dans l'irrationnel, ça m'agace. J'admets qu'on puisse toujours considérer que cela relève du vrai, l'occulte, le paranormal, mais quand on admet que ça relève du vrai, que voilà, si un philosophe, si des personnes sensibles à la philosophie m'écoutent et qui sont par contre dans la tendance autre qui amène à rejeter en bloc tout ça, ben si justement ils veulent vraiment être davantage dans la démarche philosophique qui exige de n'avoir aucun préjugé, ben justement, voilà, ils peuvent très bien être dans leur position de considérer que ce qu'on appelle l'occulte, le paranormal, les parasciences, ils peuvent très bien rester dans leur position et considérer que cela relève que ça ne relève pas du vrai, que voilà, que ça n'a pas de rapport avec vraiment la réalité. Et ils peuvent très bien rester dans cette position. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et mais par contre, ils doivent respecter que si on n'a aucun préjugé, ben, euh, en fait, si on respecte que philosophiquement on ne doit avoir aucun préjugé, ils peuvent respecter qu'un autre théoricien peut, sans avoir aussi de préjugés a priori, qu'un autre théoricien, en voulant être vraiment dans une démarche théorique et donc rationnelle, puisse admettre l'éventualité que cela relève du vrai et dans les, et dans le cas où cela relèverait du vrai, c'est que cela, voilà, c'est que ça serait rationnel, quand bien même on ne saurait pas expliquer à l'heure actuelle pourquoi. Pourquoi, mais ça relèverait forcément de la logique fondamentale qui transcende tout, donc la raison qui est dans l'enchaînement de causes et d'effets sur lequel s'articule l'histoire cosmique, l'histoire de l'univers notamment. Et oui, j'aime bien dire l'histoire de l'univers notamment parce que j'aime bien faire la nuance entre l'histoire cosmique et l'histoire de l'univers. Alors, si il n'y a rien de plus que notre univers, ben oui, ben, l'histoire cosmique serait l'histoire de l'univers. Mais si on n'a aucun préjugé, on peut admettre l'éventualité qu'il y a peut-être d'autres univers à côté du nôtre et voilà. Mais et du coup, voilà, et c'est là que je me dis que c'est intéressant de faire la nuance entre cosmos et univers. Et du coup, si on admet l'éventualité qu'il y a d'autres univers parallèles
et tout ça, une éventualité, attention, certains vont crier à l'irrationnel, non, tu peux admettre l'éventualité. Voilà, si tu commences à dire c'est vrai sans avoir de preuves, voilà, tu es dans l'irrationnel. Si tu admets l'éventualité, tu es dans le rationnel. Hein. Et si tu admets l'éventualité, du coup, tu dis pas l'univers, tu dis le cosmos, en considérant que le cosmos serait l'univers si jamais il n'y a rien de plus, et ça serait, ce qu'aujourd'hui on dit le multivers, si je préfère, mais ça me plaît pas, je trouve que ça manque de méthodologie d'employer ce terme, le multivers. Voilà, voilà. Du coup, pour moi, voilà, je dirais le cosmos, et le cosmos inclurait, serait ou l'univers s'il n'y a rien de plus, et ou l'ensemble de tous les univers s'il y a plusieurs univers. Et forcément, nous, à notre niveau, dans notre univers, tout s'enchaîne de façon logique, mais il est obligatoire d'un point de vue rationnel que quand bien même il y aurait d'autres univers parallèles, ça serait toujours pareil, et que ce tout s'enchaînerait aussi de façon voilà, forcément, c'est obligé. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens qu'il y aurait un univers où les causes s'enchaîneraient de façon illogique. Ça n'aurait aucun sens. Voilà, du coup, si tu es toi dans une démarche où tu préfères avoir une vision du monde pragmatique, où l'occulte, le paranormal, voilà, tu vas le rejeter, et tu peux très bien aller dans cette voie et je le respecte, mais tu dois quand même admettre que si un autre va dans une autre voie, il n'est pas forcément irrationnel, surtout s'il aborde comme je le propose, et je suis même pas en train de dire que je vais dans cette voie, attention à ce niveau-là, et du coup, oui, si la personne qui développe la thèse euh, qui a certains phénomènes occultes et paranormaux, considère que cela relève forcément de cette logique fondamentale qui est à l'origine de tout, hein, et qui est à l'origine de l'enchaînement de causes et d'effets duquel nous émergeons, et duquel émergeraient également ces phénomènes s'ils avaient vraiment une réalité. Voilà, c'est obligé. Oui, parce que depuis l'origine de notre univers, par exemple, depuis depuis le Big Bang en fait, voilà, tu as l'enchaînement de causes et d'effets qui s'enchaînent logiquement, et là qui aboutit à moi en train de faire ce discours. Et du coup, notamment, et du coup, je découle de tout ça. Et si d'aventure les soi-disant phénomènes occultes que certains croient réels et l'étaient, ben, ils découleraient aussi de cet enchaînement causal. Et cet enchaînement causal qui s'articule logiquement, qui s'articule suivant une logique fondamentale, une logique qui transcende tout, une logique absolue, qu'en philosophie on appelle la raison. Ce qui veut dire que si ces phénomènes étaient réels, je ne dis pas qu'ils sont, mais s'ils étaient réels, il découlerait, tout comme moi en train tout phénomène. Moi, mon existence, moi en train de faire ce discours, c'est un phénomène aussi. Et voilà. Les soi-disant phénomènes occultes, paranormaux, ben, ils découleraient également de ça. Ils découleraient également de cette logique fondamentale, de la logique absolue, de la raison. Voilà, du coup, voilà, quand toi en tant que philosophe, tu considères que tu as une vision pragmatique du monde dans lequel il n'y aurait pas de fantastique, pas de paranormal par exemple, je le respecte totalement, mais voilà, quand tu évoques quand tu t'intéresses, si tu dois débattre avec d'autres théoriciens, même des philosophes qui pourraient admettre plus ou moins certaines éventualités paranormales ou occultes, ben, tu dois comprendre que voilà, si eux ils sont dans une vraie démarche philosophique, ben, eux-mêmes ils considéreront que si ces phénomènes sont réels, ben, ils relèvent donc de la raison, tout comme tout phénomène avec tout phénomène réel en réalité. Et, du coup, voilà, même si toi en tant que théoricien, en tant que philosophe qui développe des thèses pragmatiques, tu pourrais vraiment ne pas être prêt à admettre des thèses paranormales, des thèses fantastiques, des thèses qui iraient vers la métaphysique, ben, tu dois quand même admettre que d'autres qui y vont, quand bien même tu peux leur donner tort, tu peux admettre que eux, ben, voilà, eux déjà s'ils y vont,
ben, ça serait, si c'est des vrais philosophes aussi, ça serait avec une démarche rationnelle, même s'ils se trompent dans leur démarche, et une démarche qui se veut rationnelle, hein, voilà. Et tu peux admettre que si d'aventure il ne se trompe pas, parce que tout philosophe digne de ce nom, dans le débat, doit admettre l'éventualité qu'il puisse se tromper à certains moments dans son raisonnement. Et il y a de très grands philosophes qui ont développé des théories qui amènent à une interprétation du monde où la métaphysique est centrale, et d'autres philosophes qui arrivent à une interprétation du monde dans lequel il n'y a pas de place pour la métaphysique. On serait dans un monde uniquement physique. Voilà, il y a les deux visions du monde, avec des subtilités, existent dans les grandes théories philosophiques. Et, euh, et là, et justement, j'ajouterais que si on commence à admettre aussi l'éventualité du paranormal et même de l'occulte, voilà, ben en fait, quand bien même un théoricien ou un philosophe qui va plutôt vers le pragmatique, lui ne l'admettra pas dans son schéma théorique, il doit comprendre qu'un autre qui serait quand même voilà, philosophe, théoricien, dans une démarche rationnelle, s'il admet dans son schéma théorique, ça serait quand même dans le cadre d'un raisonnement et le cadre ça serait dans le cadre d'un raisonnement, et ça serait voilà, ça serait toujours sans soutenir que une réalité sans vouloir s'écarter de la raison. Voilà, même s'il pourrait y avoir d'un côté ou de l'autre des erreurs, pour même des deux côtés, et peut-être qu'il faudrait dans le débat mettre en évidence des subtilités dans les différentes démarches qui permettraient davantage de se mettre d'accord. Voilà, mais sinon, voilà, du coup, oui, tu as d'un côté les philosophes ou les théoriciens qui vont vers le pragmatique, qui vont souvent enfin, c'est vrai que peut-être que quelque part en disant les philosophes, c'est un peu problématique, et tu peux te demander si c'est vraiment des philosophes dignes de ce nom à ce niveau-là. Parce que dès que tu as des préjugés, mais bon, après, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui se relèvent, qui se revendiquent de la philosophie, qui sont dans des démarches de préjugés, qui sont vraiment dans des préjugés vraiment trop évidents, hein. Mais après, je ne suis pas forcé. Ce qu'il y a aussi, c'est que je ne suis pas forcément penché sur la question aujourd'hui des philosophes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourraient dire dessus, mais, euh, mais aussi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se revendiquent philosophes ouais, et qui mettent trop en avant des préjugés dès qu'il s'agit d'évoquer ces sujets-là. C'est ça qui est problématique. La question, c'est pas d'adhérer vraiment à cette vision du monde, mais voilà, mais tu dois comprendre que si tu dois admettre l'éventualité que si vraiment il y avait du vrai, ben ça relèverait de la raison, et du coup, tu ne dois pas considérer paranormal comme synonyme d'irrationnel. Voilà. Euh, Paranormal, occulte, tu ne dois pas le considérer comme synonyme d'irrationnel. Ben, comme disait Hegel, c'est dans les mots que nous pensons. Du coup, les mots sont très importants pour structurer nos démarches, nos démarches rationnelles. Et, euh, et du coup, ben, si on a le mot irrationnel et si on a le mot paranormal, le mot occulte, ben, on n'est pas obligé d'en faire des synonymes. Il est très important de faire de faire des subtilités. Alors quand on est dans une démarche théorique, voilà, on doit rejeter l'irrationnel. Mais quand on raisonne et qu'on veut être justement objectif, ben, quand bien même on n'adhérerait pas à l'occulte, au paranormal, ben, dans une démarche objective, théoriquement, si on admet l'éventualité que cela relève du vrai, ben, on devra admettre l'éventualité que cela relève de la raison. Si dans sa démarche, en creusant le sujet, on découvre que cela relève pas du vrai, ben, cela relève donc pas de la raison et cela relève de l'irrationnel. Mais tant qu'on n'a pas pu trancher avec une démarche rationnelle, on ne doit pas le préjuger, on ne doit pas le présupposer cela. Et c'est vrai, et à l'autre bord, c'est vrai que ça me chagrine vraiment que ceux qui veulent soutenir cette vision du monde la soutiennent en disant qu'ils sont irrationnels et ils se tirent une balle dans le pied. Mais bon, en même temps, enfin, souvent, pas tous, hein. Enfin, en réalité, j'ai jamais entendu personne la soutenir autrement. Mais bon, après,
après, j'ai peut-être pas creusé le sujet. Mais comme je dis aussi, n'oublions pas que moi, c'est il y a quasiment 30 ans que j'étais vraiment dans cet intérêt-là. Ce n'est plus mon intérêt majeur. Voilà. Mais je tiens à garder l'esprit ouvert et à demeurer rationnel et à ne pas avoir de préjugés. Ouais, donc c'est vrai que j'ai pas été aussi concis que ce que je voulais, mais du coup maintenant je vais, je vais, je vais, ouais, je vais revenir sur la numéro, c'est sur cette pratique qu'on appelle la numérologie. Et c'est vrai que l'essentiel que je voulais dire, c'est que justement en devenant philosophe, ben en fait, il y a une autre chose euh, qui me, qui, oui, je réalise qu'au bout du compte, je me suis vraiment écarté du sujet. Ben tant pis, hein. Je vais voir si je peux couper des choses au montage. Mais, ouais. Du coup, ouais, en devenant philosophe, j'ai fini par accorder plus d'importance à une question de sémantique en ce qui concerne cette pratique qu'on appelle la numérologie. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, le terme numérologie, quel que soit le crédit que l'on peut accorder à la pratique, ben, le terme numérologie ouais, devrait vraiment être ouais, il devrait être, ouais, devrait être considéré comme inapproprié à la discipline. Oui, parce que le suffixe logie désigne des pratiques relevant plutôt du scientifique ou du théorique dans un sens très large du terme. Et alors que ah, quel que soit le crédit que l'on peut considérer, que l'on peut reconnaître à cette pratique, quel que soit le crédit, comment dire, hmm, quelle que soit l'éventualité que l'on peut admettre à une origine, comment dire, ouais, à une origine de, oui, bah, déjà, il y a quel que soit le crédit que l'on peut reconnaître à la pratique, mais il y a aussi quel que soit, euh, ouais, que dans le sens, si on, voilà, si on, même si on considère que, voilà, que cela relève, que ça fonctionne par exemple, voilà. Mais le problème c'est que même si ça fonctionne, même si on admet que ça fonctionne, même si on considère que ça fonctionne, et si on considère que ça fonctionne parce que cela relève d'une réalité donc et que ça a donc des fondements rationnels dans son fonctionnement forcément, quand bien même il nous échapperait aujourd'hui, mais le fait c'est que le fait c'est que ceux qui la pratiquent ben, ne sont pas dans une démarche qui relève du scientifique, qui relève du strictement de la théorie rationnelle. Voilà, c'est important que si la pratique, ils comprennent que si ça fonctionnait vraiment, cela relèverait du rationnel, mais quand on la pratique, on pratique quelque chose, on a juste appris les règles et on les répète, voilà, on les répète comme il cela relèverait d'une discipline qui est scientifique ou plus largement d'une discipline qui le relèverait du rationnellement théorique uniquement si elle avait été élaborée si elle avait été élaborée avec une démarche telle. Or, c'est pas le cas, ou alors on ne le sait pas. Personnellement, je ne sais pas comment on est arrivé à développer cette pratique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, cette pratique est connue, du moins dans certaines sphères, et, euh, et on l'apprend. Quand on l'apprend, on se pose, à ma connaissance, il semblerait que
personne se pose la question quand il décide aucune personne qui décide de l'apprendre se pose la question de comment on aurait découvert que ça fonctionnait et même comment le pratiquer, comment on aurait découvert comment le pratiquer, alors que toutes les grandes théories scientifiques, il y a tout un cheminement qui amène à les découvrir. Et alors, quand bien même cela relèverait du vrai, quand bien même ça fonctionnerait, quand bien même, et je ne dis pas que ça fonctionne et que ça relève du vrai non plus, mais voilà, mais en admettant l'éventualité, ben, le fait c'est qu'il n'y a pas à notre connaissance, dans l'histoire de cette pratique, une démarche rationnelle, scientifique dans un sens très large du terme, qui a amené des personnes à découvrir les fondements et à comprendre comment la pratiquer, voire même à comprendre comment ça fonctionnait, et euh, à ce qu'on sache, moi ce que je sais non, hein. Et après ceux qui la pratiquent aujourd'hui, ils apprennent ces règles et ils les pratiquent et voilà c'est tout, hein, voilà. Du coup tout dans la démarche ou dans l'histoire de la pratique, en tout cas telle qu'on connaît, euh, ben, tout relève juste de l'apprentissage de quelque chose qui est présenté comme acquis, que ça fonctionne ou non, ou que cela relève d'une vérité qui nous échappe. Ben voilà, le fait c'est qu'on n'y accède pas du tout avec une méthode qui relève d'une théorie rationnelle, du rationnellement théorique. Ou du scientifique dans un sens très large du terme. Et c'est pour ça que le suffixe logis qui est attribué d'un point de vue logique, d'un point de vue d'une certaine logique sémantique, le suffixe logis se doit nécessairement d'être attribué uniquement aux disciplines qui relèvent du scientifique ou des théories rationnelles. Ben, ce suffixe-là est totalement inapproprié. Et voilà, et c'est ça qui me tient plus à cœur. Quel que soit voilà, le crédit que... Ouais, je vais pas me répéter là, je crois que c'est assez clair quand même. Hein. Voilà, quel que soit le crédit que l'on peut accorder à la pratique et à ses fondements. Mais voilà, ben, le suffixe logis est totalement inapproprié. Donc pour moi, il est totalement inapproprié de parler de numérologie quand on évoque cette discipline. Et je proposerai que cette dernière soit qualifiée de numéromancie. Et c'est pas du tout pour l'insulter, hein, voilà. Ben, le suffixe mancie étant, étant réservé aux pratiques divinatoires. On a par exemple la cartomancie, la cartomancie, la divination avec les cartes. Et oui, moi je préfère dire divination que voyance, hein, parce que voyance on entend les yeux, et il y a l'évocation des yeux, et si cette pratique, si par exemple on admet l'éventualité qu'elle fonctionne, ben ça relève pas des yeux, ou du moins on sait pas de quoi ça relève, voilà, ben et du coup, et il y a un mot pour ça, on trouve, il y en a même d'autres, mais voilà, il y a déjà le mot divination, et il y a le suffixe mancie qui est réservé à ces pratiques. Donc tu as la cartomancie, ben, euh, la chiromancie, ceux qui peuvent te faire te dire des choses sur ta vie ou sur ton avenir, par exemple en regardant les lignes de ta main. Enfin, on suppose, hein, voilà. Mais en tout cas, quel que soit que la discipline relève du vrai, ou qu'elle relève de, comment dire, de l'irrationnel, ben, en tout cas, ça serait totalement inapproprié de dire cartologie, chirologie, ouais, parce qu'il y a, voilà, j'ai déjà expliqué pourquoi. Du coup, voilà, ça relève de la divination, que cette pratique divinatoire ait un quelconque rapport avec une réalité ou non, cela relève de ce qu'on appelle la divination. Et que la divination ait un quelconque rapport avec la réalité ou non aussi, mais ça relève de ce qu'on appelle la divination, donc on dira donc cartomancie, chiromancie notamment, et là pour ce qu'on appelle la numérologie, ben voilà, logie ça va pas du tout comme suffixe puisque ça a plutôt rapport aux sciences dans un sens très large du terme, voilà. Et mais du coup non, cette pratique ne relève pas du tout du scientifique. Elle relève donc de ce qu'on appelle la divination. Du coup, je proposerai qu'on remplace numérologie par numéromancie. Voilà, bon, je crois que j'ai un peu trop développé, mais c'est pas. Je vais donc fermer là cette parenthèse, du coup, en disant en conclusion que voilà, quelle que soit la réalité
sur cette pratique qu'on appelle la numérologie, quel que soit son rapport avec le réel, quelle que soit sa capacité à fonctionner, ben, quel que soit le crédit que l'on veut ou non lui accorder, on doit, pour moi, ce qui est avant tout important de considérer, c'est que le terme numérologie n'est pas du tout approprié, parce que le suffixe logie désignant les sciences dans un sens très large du terme, et puisqu'il s'agit d'une pratique relevant de ce qu'on appelle la divination, tout comme la cartomancie, la chiromancie, donc c'est le suffixe mancie qui conviendrait. Du coup, pour moi, ce qui est très important avant tout, c'est de débaptiser la numérologie pour l'appeler plutôt numéromancie. Voilà, et après avoir fait cette petite précision qui me semble très très importante d'un point de vue terminologique, ben, je vais donc reprendre le cours de mon propos en fermant illico cette parenthèse. Et je referme la parenthèse. Voilà, à présent, je referme la parenthèse. Ouais, donc on comprendra que quel que soit le crédit que l'on accorde à cette pratique, il convient plutôt de l'appeler numéromancie. Et je découvre que si tu prends mon nom civil complet, Christophe et le nom de famille, les trois chiffres que tu tires les trois nombres que tu tires de mon nom complet, c'est 7, 3, 1. Et en fait, avec juste 3 lettres dans Léo, ce prénom que j'avais, ou ce nom que j'avais dans ce rêve, ben, il y avait exactement les mêmes valeurs selon la pratique de la numéromancie. 7, 3, 1, avec 3 lettres au lieu de mon nom complet, Christophe et le nom de famille, et qui donnait 7, 3, 1. Alors je me suis dit, ben, je vais signer Léo. Et puis, alors que j'ai envisagé de signer Léo, ben à la base, il faut savoir aussi, oui, du coup, voilà, c'était fait ça, j'étais à 2 doigts de finaliser cet album. Voilà, l'interrupteur, ouais, c'était des photocopies. D'ailleurs, c'est le patron de Facopie qui les a imprimés à l'époque. Et le patron de Facopie, Philippe, tiens, je fais un petit co à Philippe. Et Facopie qui maintenant s'appelle Fac Imprimeur, et qui se sont vraiment développés comme un imprimeur. Et du coup, Fac Imprimeur à Nice. Et voilà, du coup, il s'est passé que, alors qu'il fallait finaliser cet album, et au moment de mettre mon nom, ben, finalement, c'est là qu'il a été décidé que c'était pas. J'ai failli mettre Léo et le nom de famille, puisque oui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert qu'il y avait un autre auteur qui signait Léo, du coup, je ne pouvais pas signer Léo comme je le voulais. Et en plus, c'est un auteur qui était en plein essor, quasiment, il n'a peut-être pas commencé à ce moment-là, mais il était là, c'était le moment de son essor. Il a toute une saga spatiale, il marche très bien, même aujourd'hui. Et du coup, j'ai failli mettre Léo et mon nom de famille, parce que je voulais garder Léo. Puis finalement, j'ai gardé le prénom plutôt Christophe, qui est devenu Chris, mais j'ai mis un K au lieu du C, tout en gardant le H, parce que souvent les gens oublient le H, donc Chris Léo. Et du coup, on pourrait dire que c'est là la naissance, la date exacte, le moment où ça a été mis sur la couverture, je ne sais pas. Et même si je sais que c'est au cours de l'été 1993. Mais ce qu'il y a, c'est que je considère que la naissance, c'est quand c'est moi qui ai signé, parce que là, c'est pas moi qui ai écrit. C'est parce qu'en fait, cette BD, j'avais fait le scénarimage en 1991, et puis j'ai un ami, voilà, donc Jérôme, tiens, je fais un petit coup à eux, et qui a voulu faire le dessin, et il dessinait beaucoup mieux que moi, et à partir de mon scénarimage. Et puis du coup, voilà, au moment où ça s'est décidé, donc c'est Jérôme qui a écrit Chris Léo, donc c'est un privilégié, il est le premier à avoir écrit Chris Léo. Je crois je ne sais pas s'il se rend compte de l'honneur. Voilà. Mais après, ce qu'il y a, c'est que moi, après, j'ai fait quelques planches de BD que j'ai signé Léo, et la première BD que j'ai signé Léo, Chris Léo. La première, voilà, du coup, j'ai considéré que la
véritable naissance de Chris Léo, c'est quand moi j'ai signé pour la première fois une œuvre Chris Léo. Donc c'est une BD et Songe à l'arrêt de bus, qui en plus est une suite à l'interrupteur. et voilà, Songe à l'arrêt de bus. Et ceux qui me suivent vraiment ou qui me connaissent vraiment connaissent quelque part mon fantasme pour les arrêts de bus. Très particulier. Mais maintenant j'ai aussi un fantasme pour les interrupteurs. Et du coup voilà, la seule suite qui existait à l'époque de l'interrupteur, c'était Songe à l'arrêt de bus. Voilà, du coup, voilà, ben voilà, c'est pour ça que, oui, pour l'interrupteur, oui, je crois quand même, il y a une dédicace de Jérôme, et cette BD est une rareté, parce que ouais, moi j'avais mon scénar image qui a été pris depuis 1991 jusqu'au tome 4, et petit scoop, là il y a un interrupteur dans le noir, sur le dos il y allait y avoir 2 interrupteurs et ainsi de suite. Pour le 4e tome, c'était le début d'un nouveau cycle. Du coup, j'avais décidé de changer la présentation et il y allait avoir l'interrupteur et le titre de l'épisode. Sauf que le premier épisode de ce nouveau cycle, qui était le 4e tome donc, de la saga, allait être Dimension 4. Voilà. Et du coup, mon scénario image était prêt jusqu'au début du 4e tome, donc Dimension 4, l'interrupteur Dimension 4. Et bon, il s'est passé que Jérôme n'a pas plus envie de continuer, et puis moi, j'ai passé handicapé pour continuer, mais j'ai eu très envie de continuer. Et sans juger Jérôme, il est pas, aux dernières nouvelles, il a vraiment cette BD, il me semble, aux dernières nouvelles, hein, c'est ce que j'ai compris. Si j'ai mal compris, j'espère qu'il m'en tiendra par rigueur. Mais en tout cas, j'ai bien compris qu'il ne voulait pas que je la réédite. Je pouvais pas sortir. J'étais prêt à dessiner mon tome 2 à partir de mon scénario image. Je ne pouvais pas sortir mon tome 2 sans ressortir le tome 1. Du coup, vu qu'a priori, j'ai cru comprendre qu'il ne voulait pas. Et les gens qui ont pu le voir ne comprennent pas pourquoi. Hein. Tout le monde trouve que son dessin est magnifique, hein, et c'est mon avis aussi. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est une rareté. Si tu possèdes cette rareté, tu es un privilégié. Un jour, elle se vendra à prix d'or. Du coup, moi, pour continuer ma saga, j'ai décidé de redessiner le tome 1. Du coup, le tome 1, tel que je l'ai redessiné actuellement, il est en 2 tomes. Et parce que finalement, tu ne peux pas faire la même chose quand tu reprends un travail longtemps après. L'inspiration fait que tu vas changer des choses. Si j'avais fait le tome 2, je n'aurais pas refait le tome 1. Mais à partir du moment où je refais le tome 1, il sera pas l'identique, il sera peut-être en 5 tomes, je ne sais pas. Mais j'ai fait un tome 0 et un tome 1 qui sont que le début de cet ancien tome 1. Et puis finalement, j'ai été retardé par la force des choses. Et puis le tome 2 n'est toujours pas sorti. Mais oui, mais je travaille parce que je suis un peu en retard, mais je veux fêter les 30 ans de l'interrupteur. Et voilà, du coup, voilà. Voilà, du coup, voilà. Bon, en tout cas, donc, la première fois que le nom Chris Léo est apparu, c'est là. Voilà. Puis, évidemment, ouais, non, je ne vais pas spoiler. Évidemment, à la fin, c'est toujours Jérôme qui l'a dessiné. Et voilà. Et ouais, la deuxième fois, et la première fois que je l'ai apposé moi-même comme une signature, c'est Songe à l'arrêt de bus, qui est donc une suite à l'interrupteur, que j'aurais édité. Du coup, ouais, et du coup, j'ai fait des montages différents de Songe à l'arrêt de bus, et du coup, il y aura des sorties différentes. Ouais, en tout cas, du coup, pour moi, Chris Léo est né quand j'ai signé Chris Léo. Donc, au cours de l'été 1993, Chris Léo est apparu sur cette couverture de l'interrupteur. Et au cours du même été, j'ai signé la Songe à l'arrêt de bus, Chris Léo. Et comme à l'époque, un jour, je me suis posé la question quand est né Chris Léo. J'ai cherché cette BD et à l'époque, je mettais les dates au niveau des planches, les dates précises. Et du coup, j'ai vu que Chris Léo est né le 15 août 1993. Et j'ai donc décidé que le 15 août, ce sera mon anniversaire, d'un certain point de vue. Voilà, du coup, je sais même plus pourquoi j'ai amené ça. Tiens, je le montre. À l'époque, c'était par rapport à ma théorie de l'illusion du réel. Parce qu'il y a quand j'étais adolescent, je lisais beaucoup Edgar Cayce. C'est pas que je le rejette pas, mais je suis un peu passé vers d'autres choses. Et quelque part, c'est assez
assez amusant de voir le titre Les rêves et la réalité. Je suis retombé sur ce livre et à un moment je l'ai mis en avant dans mon décor chez moi, et parce que je suis retombé dessus, et puis parce que les rêves et la réalité, et puis ma philosophie de la théorie, ma théorie du tout, de l'illusion du réel, j'ai trouvé ça amusant. Et puis quelque part, finalement, je me rends compte avec le recul que l'interrupteur, alors que j'avais pas ma théorie de l'illusion du réel, c'est extrêmement connecté à cette théorie. C'est assez étrange. Voilà, donc c'est assez dingue. Bon, du coup, ouais. Ben, en tout cas, comme c'est mon anniversaire, comme je suis assez célèbre, je vais pas le discourir trop parce que après j'ai du temps. Ben, j'use aussi la batterie, je veux finir tout tourner aujourd'hui et puis voilà, faire le montage dans les temps. C'est un peu, j'ai déjà chargé. J'ai déjà dû recharger le téléphone parce que j'ai fait la première vidéo sur mon ascension, donc je ne respecte pas. Et voilà. Et les deux vidéos, mon anniversaire et mon ascension, doivent être postées le jour J, hein, pour ce 15 août. Hein. Voilà, et donc je ne respecte pas ma discipline ascensionnelle qui, par à la force des choses, se retrouve couplée avec mon anniversaire, parce qu'à la base, quand j'ai découvert que j'étais né le 15 août 1993, j'étais pas encore parti dans mon processus ascensionnel. Et puis quand j'ai décidé de faire ce rituel, le jeudi de l'ascension, et de faire le rituel pour le 15 août parce que c'est l'ascension, j'ai réalisé que c'était aussi mon anniversaire, et du coup, c'est assez dingue. Et puis le 18 novembre, c'est encore mon anniversaire, et du coup, je vais me coucher, voilà. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, donc je vais pas traîner. Ouais, mais du coup, je suis assez célèbre aussi pour les vidéos d'anniversaire. Pendant longtemps, je célébrais surtout les anniversaires des autres, et à un moment, je me suis dit, c'est de bonne guerre, il faut célébrer mon anniversaire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, donc comme c'est mon anniversaire, ben, je vais déballer mon cadeau d'anniversaire. Et j'ai pris les beaux ciseaux orange pour les plus fidèles chrysléistes. Tous les grands chrysléistes dignes de ce nom doivent savoir que c'est ma couleur préférée. Voilà, et du coup, un colis, ben, je ne l'ai pas commandé pour, c'est une commande que j'ai faite. Je ne l'ai pas commandé pour mon anniversaire, mais elle traîne chez moi depuis longtemps. J'ai vraiment traîné à le déballer. Ben, du coup, ben, je vais le déballer pour mon anniversaire. Oh, enfin, en gros, je sais ce qu'il y a dedans. Ben, je vais commencer à déballer tout en parlant. Moi, je suis un grand fan de Bob Moran. Ce qui m'a amené, dans un premier temps, j'ai lu les Bob Moran de William Vance. Très vite, j'ai lu ceux de Corey. J'ai commencé à lire, enfin, je ne les ai pas tous lus en plus, ceux de William Vance, hein, par la force des choses. Après, en tout cas, après, je suis passé à. Parce qu'à un moment, je suis passé à autre chose et j'ai arrêté de les acheter. Après, c'est devenu plus dur. Mais je vais travailler à essayer de les retrouver, à vérifier ce qui me manque. Parce que aussi, dans le foulard de mon appartement, il y en a qui sont enterrés et que j'ai pas accès aussi. Du coup, je ne voudrais pas acheter des doublons. Et quand tu les as pas lus, tu sais plus forcément si tu les as ou pas. Du coup, voilà. Moi, j'ai des fans de Bob Moran. À la base, j'ai découvert avec William Vance. Après, forcément, son successeur Coria, ben, j'ai beaucoup aimé, hein, même si beaucoup critiquent, parce qu'il est dans le chara design de William Vance. Et c'est vraiment une continuité. Après, j'ai découvert Forton. Et Forton, c'est un excellent dessinateur, mais c'est un autre chara design. Et du coup, d'un point de vue logique, ça ne peut pas être la même continuité. Avant Forton, il faisait Bob Moran avant William Vance. Hein. Et William Vance, quelque part, il a redéfini un peu le visuel. Et avant Forton, c'était Attanasio. Du coup, j'ai tendance à considérer que les Bob Moran de Attanasio et Forton, c'est une continuité, même si c'est adapté des mêmes romans. Hein. Et ceux de William Vance et Coria, c'est une autre continuité. D'ailleurs, certains romans ont été adaptés d'une part et d'autre, en fait, hein, et avec des visuels différents et un travail différent. Et puis, quel que soit le talent de Forton, je ne trouve pas qu'il était au meilleur en tant qu'artiste, en tant qu'auteur de BD sur Bob Moran. Mais après, il est revenu faire des Bob Moran comme ça, même sans travailler à partir du texte de Henri Verne en auteur complet, alors qu'il était déjà très très âgé. Il est revenu faire des Bob Moran isolés, et là il a fait vraiment des œuvres autres d'un niveau très élevé. Et là on voit en fait il devait être quasiment à ses débuts, hein, quand il a fait des Bob Moran, mais vers les derniers, je trouve que c'est largement mieux. Le Secret des Sept Temples est bien mieux que par exemple l'île du passé, dessiné par Forton. Mais après, voilà, les derniers qu'il a fait, là je trouve que voilà, c'est du grand art.
Mais après, Forton, il a fait des tas d'autres choses après Bob Moran, et en réalité, je ne connaissais pas des masses. Et j'ai appris qu'il avait fait un western assez coté, Teddy Ted, et dans les fins de sa vie, il a décidé de faire un dernier épisode de Teddy Ted, et en fait, j'ai un ami sur Facebook qui collaborait avec Forton, c'est Philippe Cottarel, et qui, du coup, Forton, il faisait le crayonné du dernier album de Teddy Ted, et Philippe Cottarel faisait l'ancrage, je ne sais plus s'il a fait aussi. Mais j'ai vu les pages au fur et à mesure, et bah, voilà. Oh, tiens, fais un petit coup à eux, à Philippe. Ouais, je lui ai commandé récemment un mug avec son personnage son personnage de Caro, à Philippe Cottarel. J'aurais voulu le prendre, mais là, il a déjà disparu dans les méandres de mon appartement. Du coup, là, c'est mon mug. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, même si je sais ce qu'il y a dedans, le fait c'est que j'ai pas déballé et je sais pas, on sait jamais, peut-être que je vais avoir des bonnes surprises. Hein, voilà. Je sais plus, je sais que j'ai pris l'édition collector. Voilà. Je l'ai pas vu, ouais, je l'ai pas vu en veille, donc. Ah oui, et en fait, il est mort longtemps après, en fait, Forton. Quelque temps avant, c'était d'ailleurs Henri Verne qui est mort à l'aube de ses 103 ans. Forton, je ne sais plus, mais il devait être autour de 90. Henri Verne, c'est l'auteur de Bob Moran. Pour les néophytes, je ne sais même plus si je l'ai précisé avant. Celui qui écrivait les romans d'origine. Là, voilà, on peut voir c'est bien emballé. J'ai commandé aux éditions Hibou. Et les éditions Hibou, ils éditent, j'ai vu, il y a des œuvres connectées à Bob Moran, un peu en marge, pas forcément. Et il y a des œuvres de Forton. Et j'ai commandé des mugs Bob Moran, je n'ai pas encore déballé. Il y a des mugs Bob Moran faits par Forton, par Coria et par Athanasio dans le lot. Voilà, du coup, voilà, il y a des tas de produits assez particuliers. Et voilà, je vois le son et l'emballage, il est super. Et en même temps, je crois que il y a la je ne sais pas si j'ai une dédicace ou si c'est un ex-libris, je me rappelle pas ce qu'il y avait été spécifique. C'est indéniable. I16, parfait. Ah, qu'est-ce que c'est là? Ah ouais, c'est un ex-libris, c'est numéroté 16/250. Oula. Oh oui, 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 oui. Voilà, ça c'est... Ouais. Et là, il y a un dessin de Forton. C'est plutôt... Dessin original de Forton. Est-ce que... Je sais plus. En tout cas, la signature est originale, c'est numéroté. Est-ce que le dessin est une impression? Mais la qualité est très bonne. Du coup, des fois, c'est dur de savoir. Mais en tout cas, tu as la signature originale. Ça a dû être spécifié quand j'ai commandé, mais je ne me rappelle plus. Ah, c'est magnifique.
Là, en fait, on voit les crayonnés de Forton avant que Philippe Cottarel fasse les ancrages. C'est extraordinaire. Bon, je traîne pas trop parce que j'ai des problèmes avec finaliser tout ça, la batterie et tout. Voilà. Mais voilà, à l'occasion, je vous remontrerai tranquillement. Là, c'est un dessin original de Forton. Voilà, là, c'est extraordinaire. Et après, bon, quand même un petit œil à l'album. Voilà, il est là. Très belle facture. C'est très beau façonnage. Ah putain, c'est vraiment l'édition ultime. Voilà, il y a encore un tiré à part, signé par Philippe et numéroté. Voilà. Voilà, la BD est en noir et blanc. Je sais plus s'il y a une édition couleur. S'il y a une édition couleur, je l'avais acheté un jour. Mais j'adore je trouvais que le noir et blanc était très beau. Après, des fois, d'un point de vue budget, je fais un choix, mais après, oui. C'est devenu collector hein, maintenant. On sait apprécier la couleur et maintenant, souvent les BD en noir et blanc. Non, maintenant on sait apprécier la qualité du noir et blanc et des fois les BD en noir et blanc sont vendus comme des collectors, donc plus coûteuses, alors qu'avant c'était l'inverse. Mais en même temps, on a une meilleure qualité des BD noir et blanc. Bon, à l'impression. L'impression du noir, c'est quelque chose. Très particulièrement fan de Corto Maltese, je les achète en couleur et en noir et blanc systématiquement. C'est pas forcément budgétaire de faire ça pour tout le monde, mais en fait il y a des BD qui se rendraient pas bien en noir et blanc aussi. Mais là c'est du très beau noir et blanc. Par contre, les planches de William Vance, qui notamment a travaillé sur 13, en noir et blanc, elles sont magnifiques. Et William Vance était considéré comme un maître du noir et blanc, donc c'est autre chose. Ouais, j'ai vu l'empereur de Macao, le dernier Bob Moran que William Vance a fait en noir et blanc, c'est magnifique, mais bon, il est vendu à un prix assez élevé. Et bon, mais oui, je crois que c'est quand même des éditions, ça doit être épuisé, du coup, c'est de l'occasion, vendu plus cher parce que est devenu collector. Voilà. Bon, en tout cas, je suis super content de mon cadeau d'anniversaire. Mais c'est aussi une étape ascensionnelle. Donc aujourd'hui c'est le 15 août, aujourd'hui c'est l'ascension. Donc aujourd'hui je vais me moucher
Voilà, donc aujourd'hui, en raison de mon travail, de ma quête ascensionnelle, en raison de mon travail liturgique, ben aujourd'hui, pour cette journée d'étape ascensionnelle, donc pour cette journée du 15 août de l'Ascension, qui est couplée avec mon anniversaire, ben donc aujourd'hui, ben je vais me moucher. Et au passage, ouais, j'ai enregistré ma théorie en audio pendant que je montais. Ben, du coup, ben, je me suis mouché parce que j'ai voulu mettre un mouchage dans l'enregistrement audio, mais une fois, hein, je me suis mouché. Après, je ferai peut-être des montages où je le répéterai plusieurs fois, mais je ne veux pas abuser quand même. Je me suis mouché une fois. Et voilà, ben, le mouchoir, j'ai essayé de le réutiliser parce que je me suis mouché, mais ça fait pas grand-chose, hein. On peut voir. Hein. Et il faut savoir qu'avant que je parte dans mon processus ascensionnel, ben, quand je me mouchais, ben, les mouchoirs, il fallait les jeter de suite. Hein. Et d'ailleurs, j'ai des paquets de mouchoirs que j'ai depuis un paquet d'années, je ne sais même pas d'où ça vient. Hein. Et à un moment, je criais d'en avoir presque plus parce que je ne sais plus la nécessité, mais je me mouche pour mon processus ascensionnel, pour mes étapes ascensionnelles. Du coup, il aurait fallu en acheter. Mais là, je vois que même dans ce sac à dos, j'avais pas percuté parce que j'ai plusieurs sacs à dos que j'alterne selon où je vais. Mais là, en ce moment, je mets beaucoup de il y en a plein de paquets de mouchoirs. En fait, j'en trouvais plus dans mon appartement, mais là, ça y est, il y en a dans le sac à dos, il y en a dans d'autres sacoches, parce que j'ai des sacoches que je change de sacoche selon où je vais, et des fois ça pourra sortir avec les vêtements, mais en fait j'en ai encore plein, et ça date parce que j'en ai acheté tellement de provisions, parce que je les ai achetés quand ils étaient en promotion, parce que je les usais vite, et puis je suis parti dans mon processus ascensionnel, j'ai guéri tellement vite, mais maintenant j'ai encore des tonnes de mouchoirs, des fois il y a des magasins qui n'existent même plus. À un moment il y avait Leader Price à Carrosse, il n'existe plus, mais je ne sais même pas s'il existe ailleurs en France, parce que je sais qu'il y a plein de Leader Price qui ont été rachetés par Aldi, mais est-ce que c'est tous les Leader Price? Je ne sais pas. À Carrosse, on a Aldi. Voilà, bon, en tout cas, du coup, des fois, il y a des raretés. Hein, ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi que depuis mon processus ascensionnel, que mes douleurs musculaires ont tendance à ne quasiment jamais revenir. Mais j'ai du paracétamol périmé à utiliser avant 2017. Il y en a peut-être dans ce sac à dos. Hein, j'en ai sorti certains sacs. Ben, je le garde au cas où, hein, ça peut dépanner, mais jusqu'à présent, là j'ai des douleurs, mais je vais méditer, ça va partir, hein, je vais pas prendre le paracétamol. Bon, par contre, voilà, voilà, pour cette célébration de l'Assomption, donc pour ce 15 août, donc je vais me moucher. À bientôt. Quoi
Fils, Léo, I, bébé. Et ou, idi, et ou, p, idi, I, pos, bébé, I, ou, bi, ou, I, pos, be, kon, I, pati, cosmovinologue.